La Fed se sent donc plus confiante et le ton change. On en parle avec Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Et félicitations, ça fait déjà quelques temps, 1 à 2 semaines que vous nous préveniez que la Fed pouvait peut-être se montrer un peu plus dure dans sa communication, qu'elle allait peut-être accélérer son narratif de normalisation. On y est peut-être au lendemain de cette réunion de politique monétaire, Thomas, mais avant de parler de politique monétaire, il faut comprendre que tout le sujet de la normalisation découle quand même d'une évaluation de la situation économique beaucoup plus positive, avec notamment un niveau d'incertitude sur les perspectives du marché du travail, par exemple, qui semble se réduire considérablement si on écoute Jérôme Powell. Oui, tout à fait, et notamment plus de confiance liée à la vaccination. Le communiqué post-meeting note 2 fois le progrès sur la vaccination. Je rappelle que, par exemple, si on regarde sur le terrain, l'État de New York et la Californie ont arrêté toutes les mesures sanitaires, que ce soit la distanciation sociale ou même les masques. Donc on a vraiment un effet de réouverture aux États-Unis. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a beaucoup plus d'optimisme de la part de la Fed et de Jérôme Powell en particulier. Et en effet, il avait l'air très optimiste, notamment par rapport au marché de l'emploi. Il le voyait accélérer cet été. Donc il y a un vent d'optimisme à la fois lié à la question sanitaire et aussi la potentiel de croissance et aussi au marché du travail. Bon, confiance, optimisme sur la croissance et sur l'emploi, qui est aujourd'hui quand même le sujet principal pour la Réserve fédérale américaine, mais un peu plus de vigilance également sur le front de l'inflation. C'est peut-être d'ailleurs le corollaire de cette économie américaine qui pourrait encore accélérer. Thomas, l'inflation est toujours jugée transitoire officiellement, mais on voit bien que c'est quand même une question qui soulève un peu d'interrogation, j'imagine, au sein de la Fed, là. Tout à fait. Donc, si on fait une lecture centrale, la thèse de l'inflation qui reste transitoire, ça restait le message principal. Mais en effet, à la marge, on a un dialogue qui commence à montrer un peu plus de nuances, avec en effet des risques d'une inflation qui serait plus persistante qu'attendue. Et c'est notamment, c'est comme ça que Jérôme Powell a expliqué pourquoi il y avait en effet des projections de taux d'intérêt qui avaient changé. C'est à la fois ces craintes d'une inflation un peu plus persistante qu'il faudrait potentiellement prévenir avec un peu plus de resserrement monétaire et également, encore une fois, les meilleures perspectives économiques. Quand vous dites effectivement des projections de taux qui sont revues à la hausse, donc on parle des projections qui sont faites par les membres de la Réserve fédérale américaine tous les trimestres, les fameux DOTS, les points, et qui nous donne quelques indications. Alors il faut toujours prendre un peu de recul, et d'ailleurs c'est un outil de communication avec lequel la Fed est souvent mal à l'aise. Ça ne date pas de la période Powell. Déjà sous Janet Yellen, c'était un outil de communication qui était parfois critiqué par les membres même et la présidente même à l'époque de la Réserve fédérale américaine. Comment est-ce qu'il faut lire ces projections effectivement de niveau de taux d'intérêt qui sont faits jusqu'à horizon 2023 et sur le long terme par ils sont 18 je crois membres de la Réserve fédérale américaine, Thomas? Tout à fait. Alors juste un point méthodologique sur ce graphique de points. Donc 2 choses. Déjà, le graphique des points est soumis avant le meeting. Donc chaque membre de la Fed, enfin chaque membre du comité, chaque participant d'ailleurs du comité, pour être tout à fait précis, envoie son graphique de points, et en fait ils sont agrégés pendant le meeting. D'où d'ailleurs ces graphiques de points viennent en amont de la discussion qui a lieu pendant le meeting. Donc en fait il y a beaucoup moins d'influence de Jérôme Powell lui-même sur ce graphique de points, et Jérôme Powell a insisté pour ne pas prendre au pied de la lettre ce graphique de points. Mais bon, quand même, ça dit le sentiment sous-jacent de la Fed, qui est quand même un centre de gravité qui se rapproche vers, en l'occurrence, on a 2 hausses de taux prévues en 2023, alors qu'il n'y avait aucune hausse de taux prévue lors du dernier graphique de points qui était sorti au mois de mars dernier. Ce qui fait qu'on est dans une situation où le marché, parce que le marché accorde toujours beaucoup d'importance, on va dire, à ces dots, à ce graphique de points, Thomas. On est dans une situation où le marché est déjà en train d'anticiper justement donc ces hausses de taux directeurs de la Réserve fédérale américaine sur l'année 2023. Alors que sur la partie quantitative de la politique monétaire, Jérôme Powell nous dit on vient juste de commencer à réfléchir à parler d'une réduction du quantitative easing, donc le fameux tapering. On est un peu dans la métapolitique monétaire là, mais est-ce que ça crée une situation un peu compliquée désormais ?
Oui, et j'insisterai aussi sur dire qu'il y a quand même un fantôme qui plane sur tout le monde, c'est le fameux Taper Tantrums de 2013, hein, quand il y avait eu comme ça ce repricing soudain de la Fed, quand Bernanke avait dit qu'il pourrait baisser les achats d'actifs. Donc ça c'était en 2013 et ça avait quand même laissé des marques, hein, dans le marché obligataire. Et en effet, à l'heure actuelle, et comme je vous l'avais dit, en effet, à plusieurs reprises, on avait quand même une certaine léthargie du marché obligataire ces derniers temps, en particulier du marché obligataire américain, mais pas seulement. Et là, la vraie question, c'est est-ce que le réveil ne va pas être un peu soudain? Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus repricer la Fed dans les années futures? En effet, en plus, si on a de l'inflation qui est un peu plus persistante qu'attendue. Oui, c'est-à-dire que déjà le mouvement de 10 points de base qu'on a vu sur les taux américains, vous dites c'est peut-être que le début d'une nouvelle étape dans le repricing des marchés obligataires sur le long terme. En tout cas, on voit quand même que ce qui est clair, c'est que concernant la nouvelle stratégie, la fameuse nouvelle stratégie qui était donc très dovish, hein, du ciblage d'inflation en moyenne, en fait, on se rend compte que la tolérance à l'inflation n'est pas infinie, voire même elle est assez réduite finalement, puisque la Fed nous dit finalement qu'elle s'apprête à potentiellement monter les taux en 2023, après 2 années où l'inflation est soit au-dessus de 2%, soit légèrement au-dessus, parce que je rappelle, hein, les prévisions d'inflation, en tout cas pour l'inflation sous-jacente, c'est 2,1% encore l'année prochaine. Hein. Donc on dépasse un peu 2,1%. Donc on voit que cette stratégie de ciblage d'inflation prend finalement une moyenne sur une certaine courte durée. Donc il y a quand même une certaine sensibilité par rapport à l'inflation, alors qu'en effet, on avait plutôt un marché obligataire qui avait compris de cette nouvelle stratégie que finalement, on resterait à zéro ad vitam aeternam et que quelque part, la Fed ne considérait même plus du tout l'inflation, que l'inflation était partie de la fonction de réaction de la Fed. Or là, encore une fois, on se réveille et on se rend compte qu'en fait, la Fed continue d'être quand même sensible par rapport à l'inflation. Et Jérôme Powell a continué d'insister en disant qu'en temps normal, le mandat de l'emploi et le mandat d'inflation vont dans le même sens, mais s'ils allaient dans des sens différents, la Fed continuerait quand même à resserrer étant donné le risque inflationniste. Donc ça, c'est aussi des propos qui sont intéressants et en effet qui sous-tendent un peu plus de hawkishness, hein, de côté faucon que précédemment attendu. Maintenant, je pense que la toile de fond, on a quand même une Fed qui est dovish, qui ne va pas chercher à casser le cycle économique. Mais voilà, on était dans une phase où on attendait vraiment trop de la Fed et Jérôme Powell est en train de ramener un peu plus le curseur vers quelque chose d'un peu plus réaliste. Bon, et que va-t-il se passer désormais, et notamment, encore une fois, sur la partie des achats d'actifs, on verra pour les hausses de taux en 2023 où on en est, mais sur l'enjeu immédiat qui est d'aller un peu plus loin dans l'annonce de la réduction du programme d'achat, puisque là, il s'agit simplement d'y réfléchir. Ça y est, c'est fait au cours de la dernière réunion. Maintenant, il va falloir passer à l'acte. Bon, est-ce que le calendrier est celui que tout le monde a en tête, une annonce encore un peu plus explicite à Jackson Hole, et puis la mise en place de la réduction du programme d'achat d'actifs fin d'année ou début d'année prochaine? Est-ce que c'est ça qu'il faut avoir en tête, Thomas ? Oui, je pense que ce calendrier vaut toujours. Encore une fois, la vraie surprise, c'était vraiment cette hausse de taux soudaine qui est apparue, enfin 2 hausses de taux en 2023. Mais en effet, sur tout ce qui est le QE, le programme de QE, il n'y avait finalement pas grande surprise. Jérôme Powell insistait que la discussion sur la réduction des achats d'actifs continuerait au prochain meeting au pluriel. Donc voilà, on se rend compte que la Fed n'est pas non plus dans le rush d'accélérer les réductions. Mais néanmoins, on sent quand même en sous-main une question sur la plomberie, hein, puisque je rappelle qu'il y a un déluge de liquidités dans le marché monétaire américain et ça pose quand même problème à la Fed, on le sent en sous-main, même si ce n'est pas la cause officielle de la réduction des achats d'actifs, mais on a quand même des problèmes de plomberie, hein, puisque concrètement il y a trop de liquidités dans le système. C'est d'ailleurs pour ça que la Fed a dû ajuster d'un point de vue technique le taux d'intérêt sur les réserves excédentaires des banques de 0,10 à 0,15%. Mais on voit qu'il y a des questions de plomberie qui font aussi que il y a trop de liquidités dans le système et on ne peut plus se permettre d'ajouter 120 milliards de dollars chaque mois comme ça ad vitam aeternam. Il y a les questions de plomberie sont finalement pas aussi, enfin restent secondaires, mais finalement secondaires mais importantes. Voilà. Oui, ça vient enrichir encore un peu plus l'équation de la Réserve fédérale américaine, une équation donc complexe entre les fondamentaux, les questions de marché, les questions de plomberie, et puis cette nouvelle stratégie de la Réserve fédérale américaine, hein, qui est éprouvée en temps réel, on va dire, au cours de cette année 2021. Merci beaucoup Thomas, merci pour vos commentaires et vos remarques.
remarques post-meeting de la Fed. Thomas Koster qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US chez Pictet Wealth Management.